Hello everyone, welcome to the 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. We begin right in French with Usual Mbef beside. Good afternoon. Bon après-midi à vous, Innocent Nazé. Mesdames et messieurs, bon après-midi à tous. Bienvenue aux 12h sur Equinox Télévision. Au moins 6 personnes ont péri dans une attaque perpétrée dans le 2e arrondissement de Bamenda. Des hommes lourdement armés ont surgi, ouvrant le feu sur des personnes rassemblées pour se rafraîchir dans un débit de boissons. Le récit des faits dans ce reportage de Stellambou, Donald Brice Kamgan. Au lieu d'Imai 90, dans le nord-ouest, une foule de riverains rassemblés. Chacun de ses habitants tente d'identifier les dépouilles des siens à cet endroit. Sur place, plusieurs camps ont été extraits. Des personnes civiles tuées la veille dimanche au soir dans un snack bar. Cette jeune fille a perdu son frère. D'après des témoignages concordants, un groupe d'hommes armés soupçonnés d'être des séparatistes a fait éruption dans ce snack bar situé dans le 2e arrondissement de Bamenda. Aveuglement, ils ouvrent le feu sur les personnes présentes. Il était environ 22 heures. J'étais au bar. Je ne sais pas trop comment les choses se sont passées. J'ai juste entendu des tirs. L'attaque a fait 6 morts d'après un dernier bilan. Puis un blessé des 3 refaits à l'hôpital régional de Bamenda aurait succombé le lendemain. De source dans ce quartier du 2e arrondissement, les assaillants visaient des soldats qui venaient de se désaltérer dans ce snack bar à la fin de la journée. Grincement de dents des populations dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. L'arrêt des travaux sur les drains entraînant des inondations en saison de pluie est la cause d'un sitting observé à l'esplanade de l'hôtel de ville de Douala. D'autres précisions dans ce reportage de Cédric Chouna et Martin Abanda. Des pertes en vie humaine, des dégâts matériels considérables sont les réalités auxquels sont confrontés les riverains de certains secteurs dans le 5e arrondissement de Douala. Les causes de ces incidents sont l'arrêt des travaux sur les drains, les constructions anarchiques sur les lits des eaux, Bépandavori par exemple, où les bâtiments d'une université sont dressés sur la rivière Bagna. Les petites économies qu'on a pu faire, les petits billets de 500 francs, l'eau emporte ça quand il pleut ou qu'on n'est pas à la maison. Et ici, il faut noter aussi un point très important, il y a des pertes en vie humaine. Quand je parle de pertes en vie humaine, il y a des petits enfants, on l'a écouté souvent, qui se noient parce que voilà, il y a de l'eau de partout et il n'y a pas moins, l'eau est vraiment abondante. Pluie ou pas, le ruissellement des eaux venues des quartiers environnants parvient toujours à inquiéter les ménages. C'est dans l'eau de quartier. Appeler les poissons là par l'air. Parfois on reste même là-bas en bas, il ne pleut pas, mais quand il pleut, par exemple de l'autre côté de la Guinness ou bien de l'autre côté, il y a l'inondation en bas sans pluie ici. Donc brusquement comme ça on peut avoir même des pertes de vie humaines là, franchement. Et quand une pluie alors s'annonce un peu dans tout, doit là imaginer ce que ça fait. Donc l'inondation là-bas c'est catastrophique. L'année passée nous on a fait des photos, on portait les enfants dans des maisons. Nous ne savons pas, il ne faut pas qu'ils attendent peut-être quand on aura déjà peut-être 4-5-6 mois avant de dire qu'ils vont faire les descentes de lieu. Ça c'est le moment approprié. Face à cette situation, une trentaine d'habitants des quartiers Makepe Maturité, Bépanda Yongyong, Makepe Misoke et Bépanda Petit Vouri a investi la mairie de la ville. Organisée autour de l'association On est ensemble, leur doléance est la résolution de ce problème qui dure depuis plusieurs années aujourd'hui. Les dernières pluies ont causé de catastrophes graves et nous on venait ici pour interpeller le maire de ville. Une fois de plus, vu que c'est la énième fois, je dirais le 4e courrier déjà, avec des pétitions qui accompagnent. Donc, le but de l'interpellation était pour lui demander de venir trouver des solutions pérennes à la situation que nous traversons. Une oreille attentive, celle du directeur du cabinet du maire, leur a été accordée. La promesse faite par ce dernier est dans un avenir indéterminé. Cela suscite davantage des interrogations sur l'avenir des grandes pluies dans quelques jours seulement. Pour plus d'explicité, l'équipe de nos reporters a échangé avec la cellule de communication de la communauté. Le responsable nous a laissé entendre
que la continuité des travaux relève d'une procédure administrative qui ne saurait rendre sa copie des suites. Dans l'attente de la résolution de ce problème, les populations de ces quartiers ont décidé de jouer les réfugiés des inondations devant le bureau de monsieur le maire de la ville de Douala. Robert Kenyé, Martin Abanda, pour Equinox Télévision. Parlons santé à présent. Relever le défi de l'éradication du paludisme, c'est le défi que se fixent de nombreux chercheurs camerounais. Ils proposent une lutte antivectorielle pour mieux protéger l'homme contre les piqûres du moustique responsable de la maladie. Nadine Yambo. En 2 ans, le Cameroun a enregistré une progression de près de 4 millions de cas du paludisme, révèle le ministère de la Santé publique. La maladie a connu une prévalence élevée en raison de la psychose liée à la pandémie de coronavirus. Le Covid était là, dont les patients Covid étaient à l'hôpital, dont les patients n'allaient plus à l'hôpital malgré leur état fiévreux, maux de tête qui sont les symptômes caractéristiques. Vous avez vu dans la présentation, les chiffres restent importants, 4 millions de cas qui sont toujours présents. Donc il y a encore des guidelines, il y a encore des gaps à mettre en place pour pouvoir continuer à diminuer, voire qui sait, l'éradication. Face à l'évolution à grande échelle du paludisme au Cameroun, des chercheurs militent pour une lutte coordonnée vers une neutralisation du moustique agent vecteur. Avec le prix que nous avons gagné, on parle d'une innovation scientifique pour la lutte antivectorielle, un larvicide naturel. C'est ce larvicide qui nous permettra qu'on n'en parle plus de résistance, parce que c'est la résistance qui nous a poussé à chercher ailleurs pour pouvoir combattre le vecteur du paludisme. Tout ce qui était dans notre environnement et qui était utilisé contre les moustiques et pour les maladies reste là. Et il suffit maintenant de regarder de près avec les nouveaux moyens technologiques pour l'exploiter. Autre handicap dans la lutte contre le paludisme au Cameroun, la faiblesse des sources de financement et le déblocage des fonds pour l'achat des médicaments, l'acquisition des moustiquaires imprégnés et le déploiement des équipes sur le terrain. Si vous devez lutter, mettre en place un système de santé dans votre pays et que ce soit les bailleurs internationaux qui vous donnent l'argent, votre lutte, ça va être au gré, à la volonté, au bon vouloir des bailleurs de fonds. Donc il est indispensable que les États financent en majorité les systèmes de santé dans leur propre pays et non pas les bailleurs internationaux. La communauté scientifique recommande qu'un accent soit mis sur les enfants, cible principale du paludisme, et une sensibilisation, notamment dans les zones reculées où l'accès aux soins de santé reste difficile. C'est une activité qui doit être permanente, en particulier dans les régions les plus reculées du Cameroun, où il n'y a souvent pas de centre de santé et où on a des cas qui sont de plus en plus importants, mais la prise en charge n'y est pas. Il n'y a presque pas de panneaux publicitaires qui sensibilisent les personnes, les individus pour lutter contre le paludisme. Ou bien on pourrait mieux le résoudre en impliquant à fond les personnes les plus concernées et surtout les enfants. Donc dès l'école primaire, tous les enfants devraient au moins savoir quel est le danger. Si rien n'est fait, le paludisme pourrait faire plus de morts au Cameroun. Selon l'OMS, en 2020, le paludisme a tué 11 000 personnes, avec plus de 11 millions de cas recensés. À présent, des nouvelles sur le plan international. Succession d'Idriss Déby Itno, l'opposition dénonce un coup d'État réuni au lendemain de la mort du maréchal Idriss Déby Itno. Ces leaders des partis politiques de l'opposition exigent une transition civile et l'ouverture d'un dialogue inclusif. Nous y reviendrons dans nos prochaines tranches d'informations. Un public reportage dans ce journal, un bâtiment de 3 salles de classe et une latrine. C'est l'œuvre d'une élite de l'arrondissement de Tonga dans le souci d'accompagner la jeunesse de cette partie du pays. La cérémonie de rétrocession de ce bâtiment s'est déroulée en présence du préfet du département d'Undé. Reportage. Il y avait du beau monde samedi dernier au CS Bilan de Tonga Rural. Ceci à l'occasion de la cérémonie d'inauguration et de rétrocession à l'État d'un bâtiment de 3 salles de classe entièrement équipées, ainsi que des latrines construites et offertes par une âme généreuse du dit arrondissement, en la personne de M. Klovi Tchumke.
Cette cérémonie s'est déroulée en présence de M. Ewangoboudou Ernest, préfet d'Undé, ainsi que des forces vives et populations de Tonga. Des différentes interventions, les uns et les autres exprimeront leur reconnaissance à l'endroit de M. Clovis Tchoumke pour ce geste qui constitue une véritable bouffée d'oxygène pour toute la communauté éducative du 16 bilingue de Tonga rural. Oxygène pour nous. Déjà, quand l'établissement est né, l'établissement allait de site d'emprunt à site d'emprunt. Donc aujourd'hui, on s'est dit qu'on a déjà une fondation. Maintenant qu'on a une fondation, il faut élever les murs. Il faut élever le mur. Et c'est tout à fait normal qu'on puisse dire déjà un merci. Parce qu'il ne faudrait pas seulement dire qu'on en a besoin, et quand c'est là, on arrive à dire merci. Une occasion également pour le premier magistrat de la commune de Tonga, présent à la cérémonie, de saluer cet acte qui, d'après lui, vient s'ajouter aux autres réalisations déjà faites dans cette partie du pays par le donateur. Aussi, les élites ont été invitées par le préfet d'Undé à emboîter le pas à ce bénéfice de l'arrondissement de Tonga, car, a-t-il dit, une seule main ne peut attacher un paquet. Vous êtes en train d'accomplir une mission pour l'arrondissement de Tonga, pour le département d'Undé. C'est votre mission que nous saluons et nous voulons que vous servez de locomotive et que les autres suivent. Merci. Pour M. Clovis Tchoumke, il est question de soutenir la jeunesse de Tonga en leur inculquant un esprit de compétitivité au regard des grands défis qui interpellent la nation camerounaise aujourd'hui. De retrocéder le bâtiment de 3 salles de classe que j'ai conçu pour mes petits frères au CES bilingue de Tonga. En fait, le message, il est fort. Je veux juste dire à nos jeunes qu'ils ne doivent pas attendre à avoir des milliards pour penser au village. Non, le plus important, c'est la volonté. On peut avoir, mais si on n'a pas la volonté, on ne peut pas faire. Oui, déjà pour 2022, avec mon ami, camarade de classe, ami d'enfance Véronès, il s'est déjà joint à moi quand il a appris que j'ai fait ceci. Et ensemble, on est en train on a déjà réfléchi sur le projet de construction d'un centre multimédia dans l'arrondissement de Tonga en 2022. L'autre temps fort était la coupure du ruban symbolique, la visite des salles de classe entièrement équipées, des tables bancs et la découverte de la plaque commémorative. M. Clovis Tchoumke, qui promet en 2022 doter Tonga d'un centre multimédia, a tenu avec quelques partenaires à remettre également des ordinateurs au CS bilingue de Tonga rural. Et c'est finalement dans une ambiance de grand jour que s'est achevée cette cérémonie. Voilà qui met un terme à la première partie de cette édition du journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Innocent Aze. Good day once again. Thank you, Julien. Good day once more. And so, viewers, good afternoon again. Thanks for staying with us. We begin with hundreds of clients of the Komesi Microfinance Institution who recently stormed the premises to demand or reclaim their monies that have contributed for several years for saving. That once again stormed the premises of that microfinance institution following the death of the general manager. They are afraid they might just be waving goodbye to the millions of francs CFA they have contributed for saving. Details in this report compiled by Charles Ekome. It was an unusual morning at the microfinance structure known as Komesi, located in Akwa, Douala 1 subdivision. Disgruntled clients have been protesting over the locking up of this microfinance structure due to the death of its managing director, says this unsatisfied client. J'arrive ce matin. I got here this morning. I noticed the place was locked. What I was told is that the manager of Komesi died as a result of COVID-19. The clients also question the competence of the management of Komesi for locking up an entire structure due to one person's death. Even the phone number to call the people responsible has not been given. We don't know what to do. That's why we are asking on the government to look into our situation. How can the death of a person in an organization like Komesi lead to the locking up of the place? With the decry of the people, it's now left for the competent authorities to look into the problem of these clients who continue to be deprived from their hard-earned savings.
Defense and security forces in the northwest region have continued to intensify operations to suppress activities of separatist fighters. During a recent operation they carried out, they recovered a Land Cruiser Prado that was seized from its owner, that is a woman, and according to the elements of the National Defense and Security Forces, it is thanks to the collaboration of the population. Details with our Northwest Regional correspondent, Mo Stella. One point from Madame Sarah Asongo about a week ago. She was in the company of her daughter. They were at a funeral ceremony in Gamgam. In front of almost everyone, gunmen almost took her and the car away. Out of a sudden, a certain lady just came and pointed at me and said that this is her. So I thought that maybe I was obstructing somebody. And then one of them came. That one came and opened his just like that and showed me a short gun. That if I resist again, he's going to waste me. And then the man that was holding me to, his hand was loose and I removed my hand from his hand and then just ran into the house. The car was later found 1 week after, hidden in Raffia Palms in Tanka, a neighborhood soldiers say is renowned for separatist activities. It was recovered on Tuesday during an offensive carried out by elements of the Defense and Security Forces led by Major Conrad Onana. It was the operation which was conducted from Emergence 5. We got information concerning the stolen of the car, this car and other things in this area, which is very dangerous. So you plan operation and is that you can't find the vehicle here. Madame Sarah's husband was the owner of the car. After his demise in 2020, she drove the car months later as she feared parked for too long, the car might develop fault. This Tuesday, April 20th, she drove the car for the first time since the incident. She is thankful to the forces. When I looked at the population that had to move all this race just to come and get this car, I felt like crying. But this incident and many others raised concerns about the actual security climate of the Northwest region. Administrative and security officials have often said that the security situation of the region is stabilizing. Though under the control of the Defense and Security Forces, incidences like this one and many others are becoming regular. Just 3 days ago, 5 people were shot dead in a bar and several others wounded, while kidnapping for ransom are taking place even in the city center, to name these few. Although the population have a collaborative role to play in their security and safety, these are indications what are yet to match with the actual situation on the field. For several weeks now, the inhabitants of Tombel in the Kupe Manengoba division of the southwest region of Cameroon have gone without potable water. They now rely on the precious liquid from doubtful sources, and this has increased health complications. And the Tombel Council authorities are equally preoccupied with resolving this issue. Details in this report. A municipal councillor of the Tombel Council frowns at the limited access of potable water in several neighborhoods in the municipality. According to him, those managing the municipality need to double their efforts. That is not why our people have elected us. We are elected people and we should work for the interests of our people. Madam, the mayor says her doors are now open. Some of us have come from villages. I come from a very steep zone where now there is no water flowing there. And I'm indirectly telling Madam that my request is that I need water to flow in my village to satisfy the population. The precious liquid, which has become very rare, has forced several inhabitants to depend on doubtful sources, which makes them sick. During the Tombel Council's 2020 stores account and management session, municipal officials and administrators agreed to address the water crisis. Our main problem in Tombel is water. Yes. Every day, children leave
nga tukupe bamukwata tumambokwata we have water crisis in Tombe. Yes, it's in our account, and we are just happy that the mayor has been very, very understanding. So the commission will go to the catchment on Monday to see what is really the matter. So 12 councillors have been choosing to see what is happening water crisis in Tombe. The administrative account has been adopted, but we have noticed that local revenue are very, very low. So we have instructed the executive to do everything possible to rise up the level of local collections. The slow pace at which work is executed has been blamed on the Anglophone crisis. The senior divisional officer of Kupe Maningoba Division, Jean-Marie Chakwi, urges municipal authorities to endeavor raising funds rather than solely depending on FACOM, which is a special council support for mutual assistance. Controversy surrounds the death of Idriss Déby Itno, the president of Chad, while military sources say he was killed at the battlefront by rebels. Some critical political actors say he was assassinated by his close allies in what they term a masked coup d'etat. From Armstrong Sana reports. The circumstances that led to the death of the long-serving Chadian president, Marshal Idriss Déby Itno, remains controversial. State media announced on Tuesday that Idriss Déby Itno breathed his last, defending the sovereign nation on the battlefield. Déby, 68, had gone to the front line, several hundred kilometers north of the capital, N'Djamena, to visit troops battling rebels belonging to a rebel group known as Front for Change and Concord in Chad. The manner of his death was in keeping with a career that had begun in the officer corps, accelerated by a stint at the École de Guerre Defense College in France. He will later launch his own revolt to depose former President Hissène Habré in 1990. Chad had a former structure of a multi-party democratic state, but real power was concentrated firmly at the top. Déby brooked no serious opposition over his 30-year stay at the helm of Chad. He consistently faced down rebellion, helped by several military interventions from his longtime ally France. The news of the demise of Idriss Déby Itno came a day after provisional election results projected that he was going to win a sixth term in office, but they had been growing unhappiness over his government's management of Chad's oil resources. Following his fall, a military council led by his son, 37-year-old 4-star General Muhammad Idriss Déby Itno, was immediately constituted to manage the affairs of Chad, a precipitated move that has reinforced the controversy over his death. Some critical political minds in and out of Chad have categorically stated that Idriss Déby Itno was assassinated by his own camp in a masked coup d'etat. Another fact to substantiate this opinion is the precipitated switch of allegiance to the military council by the former Déby powerful and Western allies. Proponents of a Déby camp masked coup d'etat also say that the swift move from the military council to dissolve government, parliament and suspend the Chadian constitution is an evidence not to be ignored. And that report ends this edition of the 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Do have a splendid day. Julien Beth, have a nice day as well. Merci, je vous souhaite également une excellente journée. Innocent Nazé, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Retrouvez dans quelques secondes Immaculée Forgué pour votre quotidien santé en langue anglaise.